Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Épireux où nous allons parler des données manquantes. Qu'est-ce qu'une donnée manquante en épidémiologie clinique? Comment la gérer? Comment la prévenir, aussi bien dans le protocole que dans l'analyse, et également au sein des publications. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Maxime Nougados qui va nous parler des données manquantes. Professeur Maxime Nougados, bonjour. Bonjour Ixane. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et je vous cède la parole. Oui, merci. Oui, effectivement, nous allons parler des données manquantes et comment les gérer. Parce que je pense que c'est souvent quelque chose qui est manquant. Moi qui revois beaucoup de publications, je peux vous dire que généralement, c'est là-dessus que ça accroche le plus souvent quand on review un article. Alors, voilà l'agenda de ma présentation. Et d'abord, on va regarder les catégories parce qu'en fonction des catégories, il va y avoir une manière de les analyser ou de les gérer différente. Donc, deux types d'études, généralement. Soit on fait une étude cross-sectional, c'est-à-dire une étude transversale, one-shot, une seule collecte de données. C'est par exemple dans une étude, on collecte le sexe des patients. Et vous voyez dans cette étude, par exemple, j'ai 10 patients, mais il me manque des données. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme pour le patient numéro 4 et le patient numéro 9. Donc ça, c'est deux données manquantes dans une étude transversale. Mais il y a l'autre situation qui est peut-être même parfois beaucoup plus fréquente, c'est dans les études longitudinales. Dans ces cas-là, on peut avoir deux types et on va voir que la gestion peut être un tout petit peu différente. Selon que la donnée, vous voyez que le malade en noir, par exemple, a toutes ses valeurs pour toutes les visites. Le malade en bleu, il lui manque une valeur intermédiaire et le malade en rouge, il lui manque la valeur finale. Donc, vous voyez, c'est ou une valeur intermédiaire ou une valeur finale qui est manquante. Alors, pourquoi ici, je parle de prévention plutôt que d'analyse? Parce que tout le monde va parler, les statisticiens, comment on gère des données manquantes. Et il ne faut jamais oublier une chose qui est résumée sur cette diapositive, qui est fondamentale. La gestion d'une donnée manquante, c'est fabriquer d'une information qui n'existe pas. Je répète, c'est fabriquer une information qui n'existe pas. Or, fabriquer une information qui n'existe pas en recherche clinique, c'est de la tricherie. Donc, chaque fois que vous voyez un data missing link, c'est comment gérer les données manquantes, quelque part, il y a des gens qui vont vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, j'y crois pas. J'y crois pas à vos techniques statistiques, j'y crois pas. Et alors, pourquoi on n'y croit pas? Parce que finalement, tout le monde, tous les gens qui font de la recherche clinique savent que ce qui est beaucoup plus important que la gestion des données manquantes, ce n'est pas la gestion, c'est la prévention. Donc, comment, quand vous allez faire une étude, vous allez prévenir? Je pense que le simple fait que dans un protocole, on ait écrit à l'avance gestion des données manquantes, soit dans le plan d'analyse statistique, soit après sample size calculation, vous avez anticipé comment vous allez gérer les données manquantes. Et dès que vous allez mettre le doigt là-dedans, vous vous apercevrez que le mieux, c'est de faire une section prévention ou anticipation et une autre section qui s'appellera gestion. Parce que vous verrez que la gestion, on va le voir, c'est pas la panoplie, c'est pas parfait. Donc, il vaut mieux anticiper. Et je pense que si tout le monde écrivait, et moi je le vois avec mes fellows, écrivait dans un protocole missing data handling, premièrement gestion, deuxièmement prévention, ce serait très bien. Juste pour vous dire, c'est quoi une prévention? Vous connaissez peut-être la cohorte désir qui porte sur les spondylarthrite en France. Simplement pour vous donner juste quelques petits trucs qu'on a fait pour la prévention. Un, on a collaboré avec une unité de recherche clinique et nous avons 3 plein temps de clinical research assistants, d'assistants de recherche clinique qui sont là tout le temps. Nous envoyons une newsletter semestrielle aux investigateurs pour les relancer. Nous envoyons une newsletter aux patients. Nous envoyons une carte d'anniversaire aux patients. Nous avons un investigateur meeting. Investigateur, ça veut dire ceux qui voient vraiment, pas le steering committee, les infirmières de recherche clinique, les gens qui voient vraiment les patients. On les voit tous les 6 mois. Tous les 6 mois, dans une étude multicentrique française, ça veut dire que vous payez les voyages à ces gens. Ça veut dire que vous organisez une réunion. Donc, c'est un budget. Mais ici, puisque je pense que ceux qui m'écoutaient, vous menez des recherches cliniques,
Le plus important pour moi, on en avait une discussion avec Loreto Carmona, c'est la dernière ligne. Est-ce qu'on est sûr que, je vois très souvent ça en France, que celui qui écrit, par exemple, le projet de recherche pour le soumettre à une société scientifique, la Société française de rhumatologie, la Société marocaine de rhumatologie, un PHRC en France, un programme hospitalier de recherche clinique, il écrit son protocole, il l'envoie, et quand il est accepté, ben, il attend de recevoir la liste statistique par l'unité de recherche clinique. No way. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche le mieux, c'est ce qui est la dernière ligne qui est écrite en rouge ici, c'est que le principal investigateur n'a pas fini son boulot entre le moment où il a fini d'écrire le protocole et le moment où il va recevoir la liste statistique. Entre-temps, il y a ce qui s'appelle la participation du principal investigateur et c'est primordial pour la prévention des données manquantes. Si vous avez échoué, et seulement si vous avez échoué, alors vous pouvez à la question comment je vais analyser ces fichus données manquantes. Pardon. Et là, on retombe. Oui, Issam. Juste sur la question de échouer, qu'est-ce que vous définissez comme échec de gestion des données manquantes? C'est zéro donnée? Alors, on va le voir et okay. on va en discuter sur une de mes dernières parce qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Échouer, ça veut dire que vous avez au moins une donnée manquante. Donc, vous avez déjà échoué. Il y en a une. Comment vous allez la gérer? Celle-là, vous avez collecté 18 000 données. Vous en avez une qui est manquante. Comment vous allez la gérer? C'est ce qu'on va essayer de voir. OK. Alors, soit une étude transversale, soit une étude longitudinale. Dans les études transversales, alors, vous pouvez faire rien. Par exemple, sur l'exemple que je vous avais donné, sur une étude de 10 malades, vous aviez le sexe sur 8, vous aviez 5 hommes, 3 femmes, ça vous fait 5 divisé par 8 et vous avez le pourcentage d'hommes. Donc, vous prenez ce qu'on appelle les completeurs, ceux qui sont là. Hein. Alors, il y a d'autres techniques, vous pouvez la médiane du groupe, le mode du groupe, vous pouvez la moyenne du groupe, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'heure actuelle, la grande mode, ça fait très chic en plus dans une publication, c'est la multiple imputation, l'imputation multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez fabriquer une donnée à partir de toutes les données que vous avez recueillies dans une étude. Je m'explique et je vais vous donner un exemple. Imaginez une étude sur la spondylarthrite, vous avez 10 patients, vous avez l'âge, le sexe, le B27, l'UVI, le CRP, le baseline, classique. Et vous avez toutes ces données. Ça, c'est les vraies données qu'on a observées dans cette étude. Et regardez ce que j'ai écrit en rouge, c'est le sexe. Et il est là. Maintenant, imaginons cette hypothèse. Oh, le sexe, on a oublié de le collecter chez 8 des 10 malades. Donc, on a l'information que dans 2 malades. Je m'en fiche. J'appuie sur un bouton qui s'appelle imputation multiple. Et en fonction de l'information concernant l'âge, le B27, les UV, toutes les autres variables, eh bien, le logiciel va me permettre de donner, de fabriquer une information. Et cette information, c'est une vraie expérience que j'ai faite ici, et vous voyez, l'information est arrivée. Ah, vous êtes content. Maintenant, vous avez des données pour tout le monde, donc vous avez facilité votre analyse. Alors, je vous mets en garde, c'est que si vous vous souvenez de ce que j'ai appelé les true data, les vrais data de cette étude, et les data qu'on a eu d'imputation dans cet exemple, il y en a quand même 4 sur 10 qui ont changé de sexe. Donc, ce qu'on appelle le jobbing rhumatologiste, le clinicien va dire « Ouais, c'est joli l'imputation multiple, mais quand même, c'est faire changer de sexe à 40% des gens. » Bon, ça revient un petit peu, c'est un petit peu poussé l'exemple que j'ai donné, parce que Issa avait raison, c'est à partir de quand je n'ai pas le droit d'avoir recours à l'imputation multiple, il n'y a pas de règle, Issa, il n'y a pas de règle. Ma règle personnelle, c'est 20%. Si vous avez plus de 20% de données manquantes, ne faites pas d'imputation multiple. Vous pouvez la faire, et vous aurez une réponse comme vous avez eu là. Mais ce n'est pas très logique. Et ça aussi, ça s'écrit dans le protocole. Vous écrivez à l'avance, et on y reviendra à la fin là-dessus. Les études longitudinales, oh là là, oh que c'est compliqué ça. Parce que là, il y a de tout. Vous pouvez faire de tout. Je vais vous donner plusieurs exemples. Alors, voilà, vous avez ce qu'on appelle en anglais le BOCF, c'est en vert, c'est le baseline, observation, ce que vous avez à baseline. Eh bien, vous le mettez à la fin. C'est le baseline observation carried forward, c'est en vert. Ah, quand même. L'autre possibilité, c'est the last observation carried forward, c'est en rouge.
Mais il y a plein d'autres choses, hein. Si c'est une valeur intermédiaire, vous pouvez faire de l'extrapolation. Vous pouvez prendre la médiane du groupe. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, il y a beaucoup de techniques. Et en fait, ça, c'est le bon sens. Par exemple, souvent, dans les essais thérapeutiques où on va prendre le côté un peu worst scénario, on va dire, ben, par exemple, si on essaie un médicament qui améliore la douleur, et si c'est la douleur, eh bien, on va prendre le BOCF. Parce qu'on savait que la douleur ne pouvait que s'améliorer, donc on va donner ce qu'on appelle le scénario le pire. Mais ça dépend de la pertinence clinique. Et ce n'est pas le statisticien, ce n'est pas le statisticien qui décide, c'est le clinicien dans la pertinence clinique de l'analyse qu'on doit faire. Alors, quand c'est une valeur finale qui manque, ben c'est la même chose. Je vous ai déjà parlé du worst scénario, du best scénario. Ben vous allez changer complètement les résultats en fonction du choix que vous allez faire. Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, il y a une technique que vous verrez souvent maintenant dans les publications, qui est le GE. Qu'est-ce que fait? En fait, c'est presque une modélisation en fonction du temps et qui tient compte des données manquantes. Et donc, si on veut retenir dans la gestion des données manquantes, entre guillemets, à la mode, mais je dis bien à la mode parce que ça fait bien sur le plan statistique, c'est imputation multiple dans les études transversales et GE dans les études longitudinales, qui est en fait une modélisation qui tient compte des données manquantes. Voilà. Donc, mais maintenant, publication. Vous pouvez très bien ne pas tenir compte de ce que je vais dire maintenant, parce que vous verrez que dans nombre de publications, il n'y a pas une section qui s'appelle Missing Data. Personnellement, surtout quand il s'agit de la recherche clinique, surtout quand il s'agit des essais thérapeutiques ou des cohortes, des registres, quand je suis le reviewer, je demande qu'il y ait une section dans les méthodes qui s'appelle Missing Data Handling, que ce soit clair comment on va faire, et que dans les… Alors après, c'est ce que disait Ihsan au début, c'est est-ce que vous avez dit a priori un threshold, un niveau au-dessus duquel vous n'appliquerez pas l'imputation multiple, quand bien même vous savez que si vous demandez au logiciel, il le fera. Il n'y a pas de règle. Personnellement, moi, ma règle, c'est 20%. C'est-à-dire que si vous avez plus de 20% des manquants, vous écrivez, bah, on a fait plus de 20%, et puis vous pouvez toujours le faire, hein, mais écrivez bien que c'est un peu du hasard après. Mais il y a pire. Est-ce que vous ne pouvez pas écrire à l'avance un niveau au-dessus duquel, si vous avez un taux de données manquantes qui est tel que vous ne publierez pas les résultats. Alors là, je vais être méchant avec la communauté rhumatologique française, et en particulier les registres. Si vous regardez des publications dans de beaux journaux, style JAMA ou autre, hein, c'est la variation du DAS des malades qui reçoivent l'abatacept dans le registre français. Il est publié, sauf que regardez bien, 53% de données manquantes. Il n'y avait pas le DAS qui permettait de calculer les variations du DAS sous l'effet du traitement. Est-ce que c'est logique? Personnellement, je ne suis pas sûr. Hein. Et le taux de 20%, on devrait souvent y faire. Alors, je sais très, très bien qu'il y a beaucoup de publications qui dépassent les 20%, mais ça doit y faire réfléchir. Donc, en conclusion, je dirais que malheureusement, la donnée manquante, elle est inévitable, surtout si vous faites des cohortes, des registres. Et puis même, par exemple, si vous prenez la cohorte désir, vous avez des malades qui refusent de revenir. Ce n'est pas là. Quand bien même vous avez fait tous les efforts possibles et imaginables, le malade ne veut plus venir à ces visites successives. Donc, vous aurez un beau suivi pendant 2, 3, 4 ans, puis après, plus rien. Or, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui va devenir à 10 ans. Donc, c'est une réalité. Mais il faut savoir que chaque fois que vous entendez parler de gestion de données manquantes, il y a une part de hasard, quelle que soit la méthodologie que vous… Donc, c'est pour ça que je pense que le plus important, si j'ai un message, un take-home message, comme on dirait en anglais, à donner à des investigateurs, c'est attacher beaucoup plus d'importance à la prévention qu'à la gestion. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais une question avant de conclure par rapport à l'implication de l'investigateur principal dans le suivi du protocole. Quelle est votre technique? Enfin, quels sont les outils? Alors, on va leur présenter les protocoles, on les invite aux réunions, mais après, est-ce que vous avez des manières de les inciter? Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour qu'on s'assure qu'ils le fassent? Combien même on leur envoie des emails ou qu'ils soient présents dans la réunion en elle-même?
Alors, il y a le principal, mais ça dépend de la capacité que vous avez pour mener l'étude. Souvent, en France, en tout cas, l'étude elle est menée par une unité de recherche clinique. Vous avez des ARC, des auxiliaires de recherche clinique. La première chose à faire, c'est que le principal investigateur doit avoir un agenda avec des réunions très régulières avec ses ARC. L'investigateur principal ou les fellows qui... D'accord. L'investigateur principal lui-même doit avoir, là, pour vous donner l'accord, je reprends la cohorte désir. Moi, là, en ce moment, vous me voyez, je suis à l'hôpital Cochin. Deux portes à côté de moi, il y a les arcs de la cohorte désir. Je les vois presque tous les jours, tous les 2 jours. Et quand je sais qu'il y a un problème, et par exemple, ils me disent « Ah, j'ai un problème avec Amiens, Bordeaux, ils ne savaient pas. » Ben, le professeur Dougados téléphone au professeur Chaverbeck à Bordeaux et dit ben, « Thierry, tu ne peux pas aller voir avec ton infirmier de recherche clinique, voir ce qui se passe. » Des fois, ça marche mieux quand c'est comme ça. Et ça ne s'arrête pas. Hein, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, là. Pour la cohorte désir, ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que les gens voient les publications de désir, c'est vrai que il y en a 90 même ou 91 publications aujourd'hui dans désir, mais pourquoi on les a? Parce qu'on a fait ça. La cohorte espoir, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Bernard Combe, elle a servi à l'établissement des critères ACR de l'art pour le diagnostic de polyarthrite. On avait pris 7 bases de données européennes et une base de données nord-américaine. Tout ça, c'est parti d'abord à Vienne en Autriche, puis chez David Felson à Boston. Eh bien, tout le monde a reconnu la qualité des données de la cohorte espoir. Il y avait beaucoup moins de données manquantes qu'ailleurs. Et pareil, Bernard Combe s'implique pour la cohorte espoir. Personnellement, je m'implique dans la cohorte désir. Donc vraiment, le principal investigateur a quelque chose à faire dans la prévention des données. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette présentation fort utile qui, j'espère, pourra aider les futurs chercheurs à la rédaction de leurs protocoles et à la gestion de leurs études avec le minimum de données manquantes. Alors, professeur Dougados a dit une donnée manquante est déjà trop, mais on peut aller tolérer jusqu'à 20. Une donnée manquante, c'est déjà trop. Là, en ce moment, je suis en train de vivre la collecte des CD d'imagerie de désir à 10 ans. Oui. Ben, c'est comme le soldat Brian. Hein. Un CD, moi, je suis prêt à partir à Marseille, à Bordeaux pour aller le chercher. Hein. Et s'il faut, je prends l'avion, je vais le chercher, je rentre. Parce qu'un CD, c'est un CD. On fait tout pour une donnée manquante. Merci beaucoup, professeur Dougados. C'est au plaisir de vous recevoir pour une prochaine interview de méthodologie sur epirune.com. Avec plaisir.